Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je lis ce soir une histoire étrange qui s'appelle Le fauteuil hanté de Gaston Leroux. Voilà, c'est très intriguant, c'est très palpitant. Je prends beaucoup de plaisir à lire ce livre. J'espère que vous prenez du plaisir à m'écouter. Sinon, je ne sais pas. Éteignez la télé. En tout cas, vous pouvez réagir sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag VBN. Voilà, mais je suis ravie de vous lire cette histoire. J'en étais donc au chapitre qui s'intitule « La chanson qui tue ». L'auteur de ce cruel ouvrage renonce à donner une idée de la cohue sans nom qui suivit ce coup de théâtre. Ainsi, Martin Latouche était mort. Mort comme les autres. Non point en prononçant son discours de réception sous la coupole, mais dans le moment même où il allait se rendre à l'académie pour le lire. Alors qu'il se disposait, en somme comme les deux autres, à prendre possession du fauteuil de M. d'Abbeville, si l'émotion de l'assistance autour de la vieille Babette hurlante toucha à la folie celle de la foule au dehors et dans tout Paris ensuite, ne connut guère de bornes plus raisonnables. Il faut pour cela rappeler dans toute son intégrité relire les journaux qui parurent le lendemain de cette nouvelle et abominable catastrophe. Une note de la rédaction du journal L'Époque fait entrevoir assez exactement l'état des esprits. La voici. La série continue. Après Jeanne Mortimar, après Maxime d'Aulnay, voici Martin Latouche qui meurt sur le seuil de l'immortalité et le fauteuil de M. d'Abbeville reste toujours inoccupé. La nouvelle de la fin subite du troisième académicien qui tenta de s'asseoir à sa place, à la place que convoita le mystérieux Eliphas, s'est répandue hier soir dans Paris avec la rapidité et la brutalité de la foudre. Et nous ne saurions mieux faire, en vérité, que d'appeler à notre secours le tonnerre lui-même pour donner une idée de ce qui se passa dans la capitale pendant les quelques heures qui suivirent l'incroyable événement. Certains parurent frappés comme du feu du ciel et, ayant perdu l'esprit, se répandirent dans les rues, dans les cafés, au théâtre, dans les salons, en tenant de tels propos imbéciles qu'on se demande comment il peut se trouver dans la ville lumière, à notre époque, des gens sensés pour les écouter. Ah, nous ne perdrons point notre temps à répéter ici toutes les bêtises qui ont été proférées. Et ce monsieur Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox, au fond de sa monstrueuse retraite, doit bien s'amuser. Quant à nous, nous avons fini de rire. Nous proclamons hautement notre opinion que nous n'avions que laissé pressentir après la mort de Maxime d'Aulnay. Non, toutes ces morts-là ne sont point naturelles. On a pu ne pas s'étonner de la première, on a pu hésiter à la seconde. Mais il serait criminel de douter de la troisième. Mais entendons-nous bien, quand nous disons que ces morts ne sont point naturelles, nous ne voulons point faire allusion à quelque puissance occulte qui, en dehors des lois naturelles connues, aurait frappé. Nous laissons ces balivernes aux petites dames du club des pneumatiques. Et nous venons catégoriquement dire à monsieur le procureur de la République « Il y a un assassin, trouvez-le ». La presse fut à peu près unanime, obéissant en cela à l'opinion générale qui était que les 3 académiciens avaient été empoisonnés, à réclamer l'intervention des pouvoirs publics, et bien que les médecins qui avaient examiné le corps du défunt eussent déclaré que Martin Latouche, en dépit d'une apparence assez robuste, était mort d'une vieillesse hâtive et épuisée, le parquet dut, pour calmer les esprits soulevés, ouvrir une enquête. La première personne interrogée fut naturellement la vieille Babette, qui, le jour fatal, avait été ramenée chez elle évanouie, pendant que des amis dévoués transportaient à son domicile M. Hippolyte Patard dans un bien fâcheux état. Et voici comment la Babette, qui ne pensait plus qu'à venger son maître, raconta la mort vraiment singulière de ce pauvre Martin Latouche.
Depuis quelque temps, mon maître ne vivait que du compliment qu'il devait faire et je l'entendais qui parlait de leur monsieur d'Abbeville et aussi du Mortimar et aussi du D'aulnay, comme si c'était des bons dieux en sucre. Et souvent, il se mettait devant son armoire à glace comme un vrai comédien. À son âge, ça faisait pitié et je n'aurais pas manqué de lui rire au nez si je n'avais pas été tracassée par les paroles du sorcier dont il n'avait pas voulu pour leur damnée académie. Le sorcier en avait déjà tué 2. Je ne pensais qu'à une seule chose, c'est qu'il allait tuer mon maître comme les autres. Ça, je l'avais dit à Monsieur le Perpétuel entre les 4 yeux, mais il ne m'avait pas écouté. Parce qu'il lui fallait, paraît-il, son académicien. Aussi, chaque fois que je voyais mon maître répéter son compliment, je me jetais à ses pieds, j'embrassais ses genoux, je pleurais comme une folle, je le suppliais à main jointe d'envoyer sa démission à Monsieur le Perpétuel. J'avais des hantises qui ne m'ont pas trompée. La preuve, c'est que je rencontrais presque tous les jours un vieilleux qui jouait d'un orgue de Barbarie. Je suis de Rodez, un vieilleux, ça porte malheur, depuis l'affaire de ce pauvre Monsieur Fualdès. Ça aussi, je l'avais dit à Monsieur le Perpétuel. Mais ça avait été comme si je chantais. Alors je m'étais dit, Babette, tu ne quitteras plus ton maître et tu le défendras jusqu'au dernier moment. Alors, le jour du compliment, j'avais fait toilette et je le guettais dans ma cuisine, la porte ouverte, attendant qu'il passe sous la voûte, décidé à l'accompagner à cette académie du malheur, au bout du monde, partout. Je l'attendais donc, mais il ne venait pas. Il y avait bien un quart d'heure qu'il aurait dû être passé. J'étais en train de m'impatienter quand tout à coup, qu'est-ce que j'entends? L'air du crime. L'air qui avait tué ce pauvre Monsieur Fualdès. Oui, le vieilleux était quelque part encore autour de la maison à faire chanter sa manivelle. J'en ai eu une sueur froide. Il n'y avait pas à dire. Ça, c'était une indication. On m'aurait récité aux oreilles la prière des trépassés que je n'en aurais pas été plus impressionnée. Je me dis, v'là l'heure de l'académie qui sonne, l'heure de la mort. Et j'ai ouvert la fenêtre pour voir si le vieilleux était dans la rue et le faire taire. Mais il n'y avait personne dans la rue. Je suis sortie de ma cuisine, personne sous la voûte, personne dans la cour et l'air chantait toujours. Il me venait d'en haut maintenant, peut-être bien que le vieilleux était dans l'escalier. Mais personne dans l'escalier, personne. Au premier étage, rien. Rien que l'air de ce pauvre Monsieur Fualdès qui me poursuivait toujours. Et plus j'allais, plus je l'entendais. J'ai ouvert la porte de la bibliothèque. On aurait cru que la chanson était derrière les livres. Mon maître n'était pas là. Il devait être dans son petit bureau où je n'entre jamais. J'écoutais, l'air du crime était dans le petit bureau. Oh, était-ce possible? J'approchais de la porte en retenant mon cœur qui éclatait. J'appelais « Monsieur, monsieur ». Il ne m'a pas répondu. L'air tournait toujours derrière la porte de son petit bureau. Ah, que c'était triste. C'était un air si triste qu'on n'en respirait plus et que les larmes vous en venaient aux yeux. Un air qui avait l'air de pleurer tous ceux qu'on avait assassinés depuis le commencement du monde. J'ai appuyé mes mains à la porte pour ne pas tomber. La porte s'est ouverte. Dans le même moment, il y a eu comme un grand grincement de déclenchement dans la manivelle de la musique et de l'air du crime. Ça m'a comme déchiré le cœur et les oreilles. Et puis j'ai failli tomber dans le petit bureau, tant j'étais étourdie. Mais ce que j'ai vu m'a remise sur mes pattes plus droite qu'une statue. Au milieu d'un tas d'instruments que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, et qui sont certainement arrivés dans ce petit bureau avec la permission du diable, mon maître était penché sur l'orgue du vieilleux. Ah, je l'ai bien reconnu. C'était l'orgue qui tournait la chanson du crime. Mais le vieilleux n'était pas là. Mon maître avait encore la main à la manivelle. Je me suis jetée sur lui et il a cédé. Il est tombé de tout son long sur le parquet. Il a fait floc. Mon pauvre maître était mort, assassiné par la chanson qui tue. Ce récit, rapproché de ce que racontaient sous le manteau certains habitués du club des pneumatiques, produisit un effet étrange et l'opinion publique ne fut point satisfaite par les explications trop naturelles que fournit l'enquête sur un si bizarre événement.
L'enquête montra le vieux Martin Latouche comme un maniaque qui s'enlevait le pain de la bouche pour pouvoir enrichir en secret sa collection. On raconta même qu'il se privait des déjeuners qu'il était censé prendre dehors tout en économisant les quelques sous qu'il gaspillait ensuite chez les antiquaires et les marchands de vieux instruments de musique. C'est ainsi, de toute évidence, que le fameux orgue était arrivé chez lui, en dépit de la surveillance de Babette. Et c'est dans le moment qu'il en essayait la manivelle, qu'il était tombé, épuisé par le régime d'abstinence auquel il s'abstreignait depuis trop longtemps. Mais on refusa d'admettre une version qui était trop simple pour être vraie. Et les journaux exigèrent que la police se mît à la poursuite du vieilleux. Malheureusement, celui-ci resta aussi introuvable que l'Eliphas lui-même. D'où il résulta, comme on devait s'y attendre, que certains reporters affirmèrent qu'Eliphas et le vieilleux ne faisaient qu'un seul et même assassin. Nul n'osa trop haut s'élever contre cette opinion, car après tout, il restait la coïncidence des 3 morts, et si chacune en elle-même paraissait naturelle, il était bien certain que toutes 3 réunies étaient faites pour épouvanter. Enfin, on réclama l'autopsie, c'était là une triste extrémité à laquelle il fallut se résoudre. Malgré toutes les démarches et toute l'influence des plus gros bonnets de l'Institut, on rouvrit les cercueils encore tout frais de Jehanne Mortimar et de Maxime D'aulnay. Les médecins légistes ne trouvèrent aucune trace de poison. Le corps de Jehanne Mortimar ne présenta à l'examen rien de particulier. On releva cependant sur le visage de Maxime D'aulnay certains stigmates qui, en toute autre occasion, eussent passé inaperçus et que l'on pouvait attribuer à la décomposition normale des chairs. On eût dit des brûlures légères qui auraient laissé une sorte de trace étoilée sur le visage. En y regardant de très près, on pouvait distinguer sur la face de Maxime D'aulnay, affirmèrent 2 médecins sur 3, car le 3e n'y voyait rien du tout, comme un aspect de soleil de sacristie. Les médecins légistes avaient bien entendu examiné également le corps de Martin Latouche, et ils n'avaient relevé d'autres traces que celles d'une hémorragie nasale très faible, et qui s'était également répandue par la bouche. En somme, il y avait au bout du nez et à la commissure de la bouche, du côté où était incliné le cadavre, un petit filet de sang qui s'était coagulé. En vérité, cette hémorragie avait dû être produite par la chute du corps sur le parquet. Mais lancés comme étaient les esprits, on ne manqua point encore d'attacher à ces insignifiantes stigmates une importance mystérieuse, destinée à laisser planer sur le triple décès une légende criminelle qui s'empara définitivement de la foule. Des experts avaient travaillé consciencieusement les 2 lettres menaçantes qui avaient été remises en pleine académie aux 2 premiers récipiendaires, et ils avaient déclaré que ces lettres n'étaient point de l'écriture de monsieur Eliphas de la Nox, écriture dont ils avaient été préalablement authentiquement munis. Mais il se trouva justement des gens pour prétendre que les experts s'étaient trop souvent trompés en affirmant qu'une écriture était authentique, pour qu'ils ne se trompassent point en prétendant qu'elle ne l'était point. Restait l'orgue de Barbarie. Un expert antiquaire qui faisait quelquefois commerce de Stradivarius, plus ou moins vraisemblable, demanda à voir l'instrument. On le lui permit, dans le dessein de calmer les cervelles exaltées qui imaginaient que cette vieille boîte qui jouait de la musique pendant que Martin Latouche expirait ne devait pas être un orgue ordinaire et qu'un homme comme l'Eliphas y avait peut-être caché l'instrument. Ou mieux, le moyen mystérieux de son crime. L'antiquaire examina l'orgue sur toutes les coutures et joua même l'air du crime, comme disait Babette. « Eh bien, lui demanda-t-on, est-ce là un orgue comme les autres ?»« Non, répondit-il,
Ce n'est pas un orgue comme les autres. C'est une des pièces les plus curieuses et les plus anciennes qui nous soient venues d'Italie. Enfin, y avez-vous découvert quelque chose d'anormal? Je n'ai rien découvert d'anormal. Croyez-vous cet orgue complice du crime? Je n'en sais rien, répondit d'une façon bien ambiguë l'antiquaire. Je n'étais pas là au moment du grand grincement de déclenchement dans la manivelle de la musique de l'air du crime. Mais vous croyez donc qu'il y a eu crime? On essaya en vain de demander à cet homme ce qu'il voulait dire avec son il s'en tint à Cet expert, avec son finit de jeter la perturbation dans les consciences. Il faisait aussi profession de vendre des tableaux. Il habitait rue Laffitte et s'appelait Monsieur Gaspard Lalouette. Le secret de Tots. À quelques jours de là, à 3h15 de l'après-midi, un voyageur, qui devait avoir dans les 45 ans, et dont le ventre aimablement rebondi s'adornait une belle épaisse chaîne en or, descendait d'un wagon de seconde classe à la Varennes-Saint-Hilaire. Après s'être soigneusement enveloppé dans les plis de son manteau pèlerine, car on était au temps des gelées, et avoir conversé quelques instants avec l'employé qui recevait les tickets, il prit la grande avenue centrale qui aboutit à la Marne, traversa le pont qui conduit à Chenevière et descendit à sa droite sur la rive. Il la suivit un quart d'heure environ, puis sembla s'orienter. Il venait de laisser derrière lui les dernières villas vides d'habitants depuis l'été et se trouvait dans un espace absolument plat et désert. Une grande nappe toute blanche, des neiges récentes s'étendaient à ses pieds et l'homme, avec son manteau dont la marche agitait les ailes, paraissait là-dessus comme un grand oiseau noir. Au loin, tout au loin, un toit aigu qu'encerclait un groupe d'arbres rendus presque invisibles par le grésil qui les faisait de la couleur du ciel, fut cependant aperçu par notre voyageur qui, aussitôt, laissa échapper dans l'air sonore quelques phrases de méchante humeur. Il se plaignait que l'on fût assez loufoque pour habiter dans un pareil pays en plein hiver. Cependant, il hâta le pas, mais il ne s'entendait pas marcher, car ses pieds étaient revêtus de galoches en caoutchouc. Un immense silence, un silence tout blanc l'entourait. Il était environ 4h quand l'homme arriva aux arbres. La propriété qu'ils abritaient était enclose de hauts murs. L'entrée était défendue par une solide grille en fer. Aussi loin que le regard s'étendait, on ne voyait point d'autre habitation que celle-là. À la grille pendait le fil de fer d'une sonnette. L'homme sonna. Aussitôt, 2 chiens énormes, de véritables molosses, se ruèrent en grondant sur l'homme, la gueule écumante. S'il n'y avait pas eu la grille entre ces chiens et l'homme, on aurait certainement eu à déplorer un malheur. L'homme recula, bien qu'il n'eût rien alors à craindre de la colère de ces bêtes dévorantes. Une voix terriblement gutturale commanda « Ajax, Achille, à la niche, sale bête !» Et un géant parut. C'était un géant, un vrai, quelque chose de monstrueux, de plus de 2 mètres de haut, peut-être même 2,50 m. Quand le titan se tenait tout droit, car dans cette minute, il marchait légèrement penché en avant, ses lourdes épaules courbées selon une attitude qui devait lui être coutumière. La tête était toute ronde, avec de courts cheveux en brosse, une moustache tombante. De un lui barrait le visage, la mâchoire paraissait aussi redoutable que celle des 2 animaux dont les crocs grinçaient sur les barreaux. De ses poings formidables, il accrocha les bêtes à l'encolure, leur fit lâcher prise et les rejeta vaincus derrière lui. Le visiteur eut un léger tremblement. Oh, un rien, frisson des épaules, évidemment, il ne faisait pas chaud. Et il murmura entre ses dents. On m'avait bien dit, prenez garde aux chiens, mais on ne m'avait pas parlé du géant. Le monstre, nous parlons du géant, avait collé son effarante face de brute à la grille. Gzouya. Le visiteur devina que ceci voulait dire « qu'est-ce qu'il y a ?» Il répondit en se tenant à une distance respectueuse « Je voudrais parler à Monsieur Loustalot. » Qu'est-ce qu'il voulait ? Évidemment, le visiteur était d'une bonne intelligence moyenne car il comprit encore que ce que ça signifiait « Qu'est-ce que vous lui voulez ? Dites-lui que c'est pressé, que c'est pour l'affaire de l'académie. » Et il tendit sa carte qu'il avait tenue prête dans la poche de son manteau.
Le géant prit la carte et il s'éloigna en grondant dans la direction d'un perron qui devait donner accès à la principale entrée de l'habitation. Aussitôt, Ajax et Achille revinrent appliquer leurs mufles menaçant à la grille. Mais cette fois, ils n'aboyèrent plus. Ils considéraient en silence le nouveau venu et du sang aux yeux, semblaient estimer morceau par morceau le repas dont ils étaient séparés. Ah, voilà pour le fauteuil hanté de Gaston Leroux. Qu'est-ce que c'est palpitant tout ça. Bon, écoutez, vous allez bientôt peut-être connaître la fin. En tout cas, ce ne sera plus moi qui lirai, mais notre chère Caroline. Voilà, j'espère que ça lui plaira aussi. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bonne nuit, bonne journée. Bisous.